On termine les amis, on termine avec Romain de Tellier qui est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Président de Arc Industrie Group. Mais le groupe c'est nouveau, non? Et oui, c'est nouveau. Et voilà. C'est nouveau, effectivement. Grosse actu, puisqu'on a fait une très belle levée de fonds en janvier. Et première acquisition enfin, je dirais, puisqu'on en avait parlé déjà il y a un an presque. Fin avril, pour en enchaîner d'autres dans les prochains mois. Alors, mais c'est ça que j'aime beaucoup, parce que c'est pour ça qu'en fait on fait Bismart. C'est pour vivre au rythme des entreprises. Et donc on est là, vous êtes dans le quotidien de l'actualité économique avec les levées de fonds des startups. En gros, en dessous de 20 millions d'euros, on n'en parle même plus. Voilà. Et puis vous avez l'industrie des territoires. Voilà, on va dire ça comme ça, Romain, parce que on est en Isère, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. On est en Isère, à côté de Grenoble. Voilà, c'est ça. Et là, c'est 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Une grosse levée de fonds sur un chiffre d'affaires aujourd'hui de 6 millions d'euros, c'est ça? Alors, qui faisait à peu près 4. On va faire 4 cette année et on fait une augmentation de capital de 3 millions. Donc, c'est unique parce que c'est dans un milieu qui est plutôt patrimonial. En fait, les PME industrielles de la transformation du métal sont souvent plutôt patrimoniales. Et là, j'arrive en disant, aujourd'hui, à cause des écoutes de Stéphane Soumier, de son ami Nicolas Dufourcq, ça commence... Plutôt Nicolas Dufourcq. Ouais, mais ensemble, ça donne quand même de l'énergie, des envies. Et ça permet de comprendre comment on fait ça, en fait. Comment est-ce qu'on construit un groupe? Comment est-ce qu'on construit une aventure industrielle? Et tout ça, mis bout à bout, font que la décision se prend. Alors, attends, au départ, il faut le rappeler, entreprise de tôlerie. Tôlerie, donc transformation de la tôle à plat. On découpe, on plie. Donc, fait de l'origami avec de l'acier, de l'inox, etc. Voilà. Et on soude, on assemble pour des produits industriels qui se retrouvent soit dans des grosses industries, soit dans une tour d'ordinateur ou ce genre de choses. Mais pourquoi est-ce qu'il reste des acteurs de ta taille? Il y a principalement des acteurs de 2, 3, 5 millions de chiffre d'affaires. Il n'y a pas un gros acteur de la tôlerie? Il y a quelques acteurs qui font de la tôlerie, de la chaudronnerie, qui sont un peu plus gros, qui peuvent aller jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Mais en France, il y en a très très peu qui sont gros. Et donc c'est plutôt justement un métier local finalement. Ça, qui... Et alors, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense à ce qui se passe en ce moment autour de la fonderie, tu vois, où tu vois, alors c'est évidemment plus au nord, mais où tu vois s'effondrer en fait tout un pan de notre industrie qui était là aussi des tout petits éléments. Alors un peu plus de chiffre d'affaires parce que ce qui délivre est plus cher, mais enfin je ne pense pas que les marges soient plus importantes que ce que tu faisais toi, parce qu'à un moment tu as un changement stratégique de technologie. Bon, là en l'occurrence c'est le diesel qui disparaît, qui met par terre l'ensemble de ces... C'est quoi? C'est les donneurs d'ordre qui ont intérêt d'une certaine manière à maintenir ce tissu très éclaté? Je pense que c'est plutôt une volonté des acteurs de la tôlerie, de la chaudronnerie, de rester petits, cachés, discrets, parce qu'il y en a partout en fait. Et donc il y a de la place. Il y a de la place pour vivre correctement avec 10, 20, 50 personnes. Et donc moi je vois aussi un marché de nos clients grands comptes qui sont en train de concentrer leurs achats pour que leurs fournisseurs apportent plus de valeur. C'est ce qu'a fait l'automobile, c'est ce qu'a fait l'aéronautique. C'est qui tes clients grands comptes? Enfin, c'est des noms qu'on connaît? Alors, aujourd'hui, anciennement Plasticomium, qui faisait les poubelles. Donc, aujourd'hui, c'est Sullo. D'ailleurs, BPI est au capital maintenant. Sullo, donc on est le premier fournisseur de pièces métalliques de Sullo. 500 millions de chiffre d'affaires. On fournit un fabricant international d'échangeurs thermiques, donc qui vont dans des centrales, dans des plateformes pétrolières. On fabrique des éléments en titane, en alliage de nickel. On est devenu key supplier de ce client qui a une entité qui fait 300 millions à Grenoble. Ouais. Et maintenant, on délivre aux États-Unis, on va bientôt délivrer en Europe pour des acteurs comme ça. Et à 3 millions de chiffre d'affaires, on est trop petit. Et voilà. Donc, ils ont besoin qu'on grossisse pour qu'on leur apporte plus de valeur. Je pense en plus à un autre élément très important et qui va aussi sans doute restructurer notre tissu industriel, c'est qu'ils ont aujourd'hui des bilans carbone à produire, qu'ils ont, alors vous connaissez, scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire ils ont besoin de savoir exactement ce que leurs fournisseurs font, eux aussi.
en matière de bilan carbone. On a beaucoup de demandes là-dessus. Mais évidemment. Ça fait faire partie des axes évidemment qu'on va travailler. Mais donc ça, forcément, ça veut dire aussi qu'ils vont rationaliser et réduire le nombre de fournisseurs. Il faut être plus structuré pour pouvoir répondre à ces exigences-là, ces attentes-là. Et puis, on est dans un métier où, je te dis, les actionnaires sont plutôt patrimoniaux et des baby-boomers, ou presque. Donc, j'ai de la chance, je vais avoir 38 ans cette année. Moi, il me reste 30 ans, a priori. Donc, je m'inscris dans la durée. Et donc, sur un bassin isérois où le marché de la tôlerie, c'est à peu près 60 millions de chiffre d'affaires, quand tu fais 3, 4, 5 millions, tu restes petit. Ouais. Donc, pour devenir leader aussi sur un marché, il faut atteindre des tailles plus importantes. Donc, il y a cette stratégie d'objectif de leadership. Donc, ça veut dire ouvrir son capital, quand tu dis... Ouvrir son capital, et puis d'intégration de la supply chain. C'est ce que j'ai essayé de décrire l'année dernière, mais là, ça se concrétise avec de la chaudronnerie, les opérations annexes, beaucoup plus qualifiées, avec de la soudure. Alors, attends, il faut que même à moi, là, j'ai besoin que tu me précises. La tôlerie, tu l'as bien décrite. La chaudronnerie, pour moi, c'était un peu sculpter le métal, quoi. C'était. On est un petit peu là-dedans. On est dans il va y avoir beaucoup de soudure dans la chaudronnerie, avec de la formation et surtout de la précision dans effectivement la transformation de la matière. Voilà. Parce que quand tu soudes, la matière se déforme, et donc il faut maîtriser ça. Donc les chaudronniers sont des très bons techniciens en général qui savent anticiper et corriger la déformation. Et tu vas retrouver ça sur des vannes dans des barrages hydrauliques. Tu vas l'avoir dans des fours industriels de très haute, sous pression, etc. Tous les appareils sous pression, les cuves, l'hydrogène demain, il faudra le stocker. C'est des cuves qui sont faites par des chaudronniers. Tout à fait. Donc les marchés restent infinis dans la tôlerie et la chaudronnerie. Il y en aura toujours besoin dans l'industrie. Et donc c'est aussi, il va y avoir besoin d'acteurs solides demain. Et toi, ta démarche, c'est quoi? C'est de prendre, en fait, tu reprenais ton bloc de métal ou ton bloc de tôle, et c'est d'essayer de regrouper autour d'Arc Industrie tout ce dont ton client pourrait avoir besoin, finalement. D'une certaine manière, c'est... alors, comment est-ce qu'on apporte toujours plus de valeur sur le produit? Donc, bien sûr, par cette transformation continue, mais aussi des opérations annexes, de l'assemblage de composants divers et variés. C'est ça. On a fait un truc assez incroyable pour une PME de notre taille. On fournit les portiques d'entrée du métro d'Hanoï. Là, on a livré 100 portiques où tu viens passer ton ticket. Donc, toute la tôlerie inox, c'est les mêmes portiques qu'à Paris, sauf que... À Hanoï, au Vietnam. Au Vietnam, Mais ça veut dire que tu es compétitif par rapport aux gars sur place au Vietnam, ou c'est des technos qu'ils n'ont pas? C'est un client européen, britannique. D'accord. Et il y a une exigence du Made in France. Donc là, je remercie, il y a 25 ans, le gouvernement français qui a financé la ligne mais c'est métro. Passionnant. Et on se retrouve à fournir un client britannique qui a besoin de Made in France. Il y a 25 ans, on a aidé le Vietnam à... On s'est engagé à financer la ligne de métro. D'accord. Et avec sans doute RATP Dev, etc. RATP, Sistra, RATP Smart Sistra, System, etc. Tous ceux qui portent en fait la RATP à l'international, on n'en parle pas assez. Un intermédiaire britannique qui s'appelle Gunebo qui fait les ensembles habituellement et qui a une exigence de Made in France. Ils nous contactent, on fait le projet. C'est incroyable. Et on a une deuxième tranche en 2022 qui est importante. Et donc là, on a loué pendant un an un atelier où on a fait tout l'assemblage. La tôlerie était faite dans notre usine et on a pris 500 mètres carrés pour faire l'assemblage. Et là, on a eu une jeune ingénieure brillante qui nous a piloté tout ça d'une main de maître. Et donc, c'est un projet qui donne énormément de fierté à chacun. Tu sais que chez nous, il y a une notion du management qui est très particulière. On va y aller. Et donc, un engagement total des salariés pour produire ça. Donc, c'est parce qu'on a une offre globale. On leur a dit, nous, on se propose d'être un acteur de votre supply chain. Donc, ne nous donnez pas que la tôlerie, on va faire plus. Et là, ils disent, allez, chiche, et on y va. Ils savaient qu'on ne l'avait jamais fait. Ils nous ont dit, on va vous accompagner, vous aurez des techniciens. Covid arrive. Bon, on a fait ça avec des smartphones, des visios. Et cet acteur anglais, si ça se passe bien, il peut vous emmener sur d'autres marchés ensuite. Tout à fait. Il n'y aura peut-être pas forcément d'exigence de Made in France, justement. Alors, on s'inscrit complètement là-dedans. Alors là, il fait aussi des accès sécurisés dans les immeubles qui sont un peu ralentis actuellement, mais on s'inscrit dans la durée. Alors oui, tu l'as dit, Romain, parce que le temps tourne très vite. Donc, tu es vice-président du COMEX 40.
Oui. J'ai déjà oublié ce que c'était le COMEX 40. COMEX 40 du MEDEF, un groupement de 45 dirigeants de 40 ans de moyenne d'âge, 23 femmes, 22 hommes, qui est un organe qui a pour objectif de challenger un petit peu le MEDEF, si on peut le dire avec mes mots en tout cas, de venir questionner ce que sera l'entreprise demain. Donc des questions autour de la RSE, du management, de la gouvernance, et on travaille pas mal autour de ça. Et donc, toi, très clairement, mais depuis le début, tu es dans une idée d'associer. Mais comment tu définis ça, justement? Parce que quand on dit de l'industrie à visage humain, de l'industrie avec un projet humain, comment on définit ça? Alors, au niveau de Arc Industrie, la vision a déjà été choisie par les salariés. Faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Donc, c'est une phrase... C'est quoi? C'est une raison d'être, ça, c'est ça? C'est une sorte... Oui, on l'appelait vision, on pourrait l'appeler raison d'être. Faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Mais c'est pas moi qui ai choisi ces mots-là. J'aurais même pas osé les choisir. Mais sauf que la réalité, c'est... Faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Concrètement, c'est comment est-ce qu'on facilite, comment est-ce qu'on réinvente la relation industrielle à l'extérieur, bien entendu, mais d'abord en interne. Comment est-ce qu'on rééquilibre le dialogue avec les salariés? On est dans des métiers traditionnels qui, à 150 ans de lutte des classes, où les techniciens ont le savoir. L'industrie, mais l'entreprise d'une manière générale demain sera faite d'adultes qui parlent à des adultes, qui se considèrent comme responsables, l'un et l'autre, et on grandit ensemble. C'est pas je suis le dirigeant et je t'explique ce que tu dois faire, c'est grâce à moi que tu grandiras. C'est grâce à toi, je grandis et grâce à moi, tu grandis. Donc ça, c'est le concret du quotidien. Après, comment ça se traduit? Association, on a fait 3,8 millions d'investissements en 4 ans. Les décisions ont été faites ensemble. Combien vous êtes? On est 20. Enfin 24 maintenant et 20 de plus à partir de début juillet. Donc on passe de 4 à 8 millions de chiffre d'affaires dans les acquisitions et 10 à la fin de l'année. Vous êtes 40. Et donc là, on est dans un mode où les salariés sont complètement investis, engagés dans les décisions. Un groupe de travail se crée sur des sujets d'investissement, par exemple, et l'entreprise considère que ce groupe de travail est garant de la décision. Donc ceux qui n'ont pas souhaité y aller... C'est toi qui as la vision, Romain. Ça ne m'empêche pas d'avoir la vision. C'est moi qui propose la vision. C'est moi qui effectivement, je n'ai pas demandé à l'équipe de savoir si on allait acheter telle ou telle entreprise. Ça, effectivement, je l'ai décidé. C'est moi qui l'ai pour l'instant. J'espère bien que dans quelques temps, d'autres salariés vont me challenger et vont avoir des visions bien meilleures que la mienne. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir encore cette vision, d'avoir un petit peu de temps d'avance, parce que ça me justifie mon rôle de président. Oui, tout à fait. Mais en même temps, ça laisse aussi à tout le monde de mettre en œuvre cette stratégie. Les gens qui sont là, qui sont venus dans ce projet qui était très transparent, ça leur plaît. Donc ils s'investissent, ils s'engagent. Et ils savent qu'ils auront la décision. Donc 40, quand vous serez une centaine, place des partenaires sociaux là-dedans? Eh bien, on en a. Alors, ils ne sont pas syndiqués aujourd'hui. On a des réunions CSE, les gens participent. L'objectif, c'est qu'ils participent de la même manière. Je ne sais pas comment ça se passera. J'ai travaillé dans des entreprises où il y avait des délégués syndicaux. Dans les réunions... Ça va être naturel. Enfin, il faut que ça... C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas avoir besoin de structurer ce dialogue. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Moi, il est structuré aujourd'hui. On a nos réunions de délégués. Oui, mais à 40, c'est simple. À 40, c'est simple. Mais ça peut être simple à 150. Le dialogue, il est toujours... à partir du moment où il y a de la transparence, de l'honnêteté, de l'exemplarité, des managers, et je l'espère de moi-même, ça tire tout le monde vers le haut, je pense. Et surtout, il y a cet élément, on est au bout, mais il y a cet élément auquel je tiens, parce que j'entends, moi, des discours sur l'industrie. Je me demande, les gars, mais allez quand même en voir un certain nombre de ces industries. Pas les industries pilotes, modèles 4.0 et tout. Non. Ce que peut être justement, dans la vallée de l'Arve, j'en sais rien, n'importe où, ce que peut être l'industrie au quotidien aujourd'hui, avec des conditions de travail qui sont parfois des conditions de travail très, très difficiles. C'est des métiers fatigants, c'est des métiers où il faut préserver la sécurité. Nous, on a des enjeux de place, donc c'est dangereux. Donc il faut qu'on prévoie la construction d'un nouveau site demain. Donc ces enjeux-là, c'est les partenaires sociaux qui vont les porter. Mais au-delà des partenaires sociaux, c'est les salariés. C'est ça. Non, mais c'est là que je voulais en venir. C'est l'ensemble des salariés. Comme il y a des lieux de dialogue ailleurs que dans le CSE, les problèmes, je les découvre pas en CSE. Et d'ailleurs, ça fait que le CSE n'est pas l'endroit où il y a le plus de choses qui sortent. Ouais. Il y a plein d'endroits où les problèmes sont sortis.
Donc le modèle de management, il est là. C'est qu'il y a des lieux de dialogue, il y a des lieux de résolution des problèmes, et puis il y a une promesse de partage de valeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien gentil ces discours, si la valeur, c'est pour mon enrichissement personnel, ça ne va pas durer très très longtemps. Donc on a réussi à donner des primes fin décembre alors que ce n'était pas terrible. Ça s'est très très bien rattrapé sur le premier semestre. Mais on a réussi parce qu'il y avait un engagement tel qu'on a donné un peu d'argent. Et ça, c'est la promesse que je fais. À partir du moment où l'entreprise gagne de l'argent, les salariés vont en gagner plus. Merci Romain. Merci Stéphane. À bientôt. Quel plaisir. Romain Tellier, donc le président de Arc Industrie Group, qui était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.